tu as un objectif de retourner au pays ou est-ce qu'il y a des choses dont tu as besoin pour te sentir bien et que tu as identifié le retour au pays comme étant un moyen de réobtenir ces choses-là, de pas y aller juste sur une émotion, de savoir ce qu'on va chercher, pour ouvrir les horizons sur les différents moyens de le faire. Okay. Quand quelque chose est le seul moyen que tu as identifié pour répondre à un besoin, ça devient une obsession. Tu commences à idéaliser la chose et à occulter tous les côtés négatifs. Donc, l'intérêt de se poser ces questions, c'est de mettre au clair pourquoi tu n'es pas bien aujourd'hui déjà. Et est-ce qu'il y a d'autres façons de satisfaire dans ta situation actuelle? Et si c'est pas le cas, est-ce que le retour au pays est le seul moyen de satisfaire ses besoins? C'est pas dans l'idée de décourager les gens de rentrer au pays, c'est plutôt dans l'idée d'avoir plusieurs options et se dire, ok, j'ai vu les différents moyens qui sont à ma disposition et finalement je choisis le retour au pays malgré les inconvénients que j'ai observés. Okay. Comme ça on y retourne en connaissance de cause et il y a beaucoup moins de chances d'avoir une désillusion en arrivant. Hello toi qui écoutes, avant que l'introduction ne débute, je voulais te préciser que cet épisode est un partenariat avec Jean-Philippe du compte Instagram Inis Coaching. Salut à toi qui écoutes, bienvenue sur Dom Talk Podcast, le podcast Outre-mer. Ici on raconte le parcours de vie des personnes originaires de Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane et Mayotte. Nous sommes plus de 2 millions et nous voix compte et j'ai décidé de te les partager. Si mes épisodes te plaisent, je t'invite à les partager autour de toi, à les liker, à les commenter. Retrouve mon actualité sur Instagram, Dom Talk Podcast. Je te laisse avec l'épisode du jour. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Jean-Philippe du compte Instagram Inis Coaching. Alors Jean-Philippe, tu es coach en transition de vie. Tu accompagnes tes clients à réussir les changements dans leur vie. Aujourd'hui je t'ai invité sur le podcast pour qu'on aborde la question du retour au pays et donner à nos auditeurs des outils de réflexion sur ce sujet et comment ils peuvent préparer au mieux cette transition. Comment vas-tu Jean-Philippe ? Bonjour Nicolas. Écoute, je vais très bien comme un dimanche ensoleillé. Et toi ? Ouais, ça va super, écoute. Voilà, je t'ai invité sur le podcast pour qu'on puisse en fait parler un peu de ton parcours, ce que tu peux apporter également aux personnes qui veulent changer de vie. Se poser les bonnes questions, préparer au mieux cette transition. Je voulais te poser un peu quelques questions sur toi. Du coup, savoir pourquoi tu es devenu coach. Le coaching, c'était juste une envie il y a quelques années. Je me suis dit je me vois bien faire ça. Et après certaines expériences qui ont commencé en 2020, c'est devenu une nécessité pour réaliser mon projet de vie. Donc pour résumer, avant j'étais ergonome du travail, donc j'étais responsable de l'amélioration des conditions de travail des employés. Donc, les 3 dernières années, je les ai faites chez Danone, donc au sein de la cellule ergonomie France, donc tous les employés de Danone en France. Et il y a une première chose qui commençait un peu à me frustrer, mais j'arrivais pas à mettre un mot dessus à ce moment-là, c'est que je me sentais restreint dans le cadre du travail pour le bien-être des gens. C'est-à-dire que je voyais qu'il y a des personnes, on améliorait leurs conditions de travail, mais ils étaient en bonne santé, ils étaient contents, mais ils étaient pas heureux. Et moi, j'ai fini aussi à un moment, alors en 2020, après plein d'événements pro et perso, dans le Covid, tout ça, j'ai fini par moi-même connaître un burn-out et c'est là où j'ai compris que le burn-out professionnel, c'est juste la face visible de l'iceberg du burn-out. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses dans le pro, dans le perso qui contribuent à ça et que si on travaille juste sur le pro, alors c'est bien, c'est important parce que c'est là où on passe la majorité de notre journée, mais travailler que sur ça, c'est juste reporter la survenue du burn-out. Parce que les causes personnelles continuent d'exister, continuent de se développer. Donc c'est ce qui m'est arrivé à mon niveau. Ça a commencé dans le perso et ça s'est concrétisé par un burn-out pro. Mais il y a des personnes, ça se concrétise dans le perso aussi. Sauf qu'on ne va pas appeler ça un burn-out, on va dire oui, il est fatigué, il est stressé. Donc l'envie de devenir coach, c'était pour vraiment accompagner les gens sur la totalité de ces sujets-là, sur leur vie en général. Parce que comme je leur dis tout le temps, ta vie, c'est pas toi d'un côté, et le perso d'un côté et le pro de l'autre côté, c'est toi au milieu et comment tu réponds à tes différents besoins dans tes différents domaines de vie, donc, dans le travail, dans tes relations, dans ton milieu de vie, et c'est le sujet d'aujourd'hui sur où tu habites justement, sur le retour au pays, et comprendre ça, donc, ça permet de comprendre que le bien-être se cherche avant tout en soi-même, dans la connaissance de soi, et pas juste dans se dire je veux trouver un travail, trouver une relation, habiter quelque part sans savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Ouais, il y a un tout à se poser comme question. Il faut prendre la question dans sa globalité. Exactement. Et ça, c'est l'erreur de notre société actuellement, c'est que le travail, les relations, le lieu de vie sont devenus des objectifs, des finalités, alors qu'en réalité, ce sont des moyens de satisfaire un besoin pour être épanoui. Et tant qu'on comprend pas ça,
on risque de satisfaire la recherche du moyen. C'est bon, j'ai un travail, j'ai des relations, j'habite dans un bel endroit, mais qui correspond pas à nos besoins personnels. Et là, c'est la désillusion pour beaucoup de personnes. Donc d'abord, identifier les besoins et comment les satisfaire. Exactement. Et ok, très bien. Alors, je l'ai pas dit en introduction, mais pour que vous sachiez, du coup, Jean-Philippe est aussi originaire de la Martinique. Donc il est né, il a grandi là-bas, et depuis quelques années, du coup, il vit en Hexagone. Donc il comprend ce que c'est de se sentir loin de chez soi, d'avoir envie des fois de rentrer. Voilà, donc c'est pour apporter aussi cette touche-là que voilà, t'es pas juste... tu peux te mettre aussi à la place de tes coachés, en tout cas dans le cadre du retour au pays, s'ils veulent rentrer, des questionnements que ça peut engendrer. Parce que tu es dans cette situation aussi également. Ok, et toi, comment tu t'es remis de ce burn-out du coup? Ça va paraître simple dit comme ça, mais j'ai compris qui j'étais, tout simplement, et j'ai vu les décalages qu'il y avait dans ma vie pro, perso, à tous les niveaux. Donc j'ai compris pourquoi ça n'allait pas. J'ai compris sur quel point j'étais pas aligné avec qui j'étais et ce que je voulais. Et là, les solutions commençaient à se présenter. Au-delà de ça, j'ai compris pourquoi les gens n'étaient pas bien. C'est en comprenant pourquoi moi j'étais pas bien. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un sujet d'utilité publique. Il faut que les gens comprennent ça pour leur bien-être. J'ai même eu la vision d'une société et d'un monde où tout le monde avait compris ça et tout le monde avait trouvé sa place dans laquelle il est utile aux autres et il répond à ses besoins, il se sent épanoui. Cette vision, elle était extraordinaire. Je me suis dit, mais si ma vie peut contribuer à ça, go. Et du coup, c'est là où le coaching est devenu un outil pour permettre de concrétiser cette vision, ce projet de vie, et pas juste une finalité. Mon objectif, c'est pas d'être le plus grand coach, c'est de permettre aux gens d'être épanouis dans leur vie. Et si pour ça, il faut que je devienne un grand coach, je deviendrai un grand coach. C'est pas la finalité. Ouais. Donc, tu as identifié ton besoin d'accompagner les personnes qui soient plus épanouies, et le moyen, c'est d'être coach. Exactement. Comment j'ai compris le truc et tout. T'as bien capté. Du coup, effectivement, Jean-Philippe, tu me disais que t'es devenu coach parce que t'avais un besoin du coup d'accompagner les personnes pour qu'elles se sentent mieux dans leur vie. Et du coup, nous, on a échangé du coup un peu avant cette interview. Et voilà, on parlait du retour au pays et tout ça. Et tu m'avais dit que t'aurais aimé proposer du coup une boîte à outils pour nos auditeurs et potentiellement voilà tes futurs coachés pour qu'ils puissent réussir au mieux cette transition de vie, puisque le retour au pays, c'est un changement de vie, puisqu'on déménage. Si vous êtes à Paris et que vous rentrez en Martinique ou en Guadeloupe ou la Réunion, Mayotte, Guyane, peu importe, voilà, il y a l'aspect logistique, il y a l'aspect professionnel et il y a l'aspect aussi personnel à prendre en compte, puisque on change totalement d'environnement. Donc ça fait plein de bouleversements à prendre en compte. Donc du coup voilà, avec Jean-Philippe, on s'est dit que en tout cas il allait vous donner du coup les outils pour mieux préparer ce changement de vie et vous demander si c'est ce changement qui vous correspond ou pas et comment faire au mieux du coup. Du coup j'aurais 5 questions à te proposer, donc qui correspondent aux 5 outils que tu nous proposes, en tout cas pour les auditeurs. La première question ce serait savoir si ce départ est-il un objectif ou un moyen. Comment on répond à cette question-là? Alors je compléterai juste ce que tu disais sur la boîte à outils. Sur ce qu'on va travailler. En fait, l'outil, c'est la boîte à outils avec outils sans S. Okay. Parce que l'outil le plus important, et c'est l'outil le plus important dans le coaching aussi, mais dans la vie de tous les jours, c'est le questionnement. C'est savoir se poser les bonnes questions pour obtenir les réponses dont on a besoin. Ça fait toute la différence. C'est la différence entre quelqu'un qui se demande pourquoi ma vie est nulle et quelqu'un qui se demande comment puis-je faire pour être épanoui dans ma vie. Tu auras 2 réponses différentes et ce qui va en découdre sera différent. Donc là, cet outil dont je voulais parler aujourd'hui et qui est très utile aux personnes dans le changement de vie, c'est apprendre à utiliser le questionnement à travers ces 5 questions qui vont dérouler le processus de la réflexion pour arriver à la solution, en tout cas avoir plus de clarté sur le choix de ce changement de vie ou les alternatives. Donc pour répondre à la question, est-ce que ce changement est un objectif ou... Ce départ est-il un objectif ou un moyen? Voilà, c'est ça. Est-ce que le départ est un objectif ou un moyen? Mais on revient sur ce que je disais de ne pas confondre l'objectif et le moyen dans la vie. Souvent, j'entends des personnes qui me disent « Ouais, je veux rentrer au pays parce qu'il y a ce côté émotionnel de « Avant, j'étais bien. Quand j'étais au pays, là, peu importe où je suis pas bien. Je sens que si je retourne au pays, je serai mieux. Je serai de nouveau bien. » Et là où j'attire leur attention dans la réflexion, c'est justement de se demander est-ce que tu as comme objectif de retourner au pays ou est-ce que il y a des choses dont tu as besoin pour te sentir bien et que tu as identifié le retour au pays comme étant un moyen de réobtenir ces choses-là. Donc l'idée derrière cette question, c'est de pas y aller juste sur une émotion, mais de comprendre aussi ce dont on a besoin. On revient sur l'introspection et de savoir ce qu'on va chercher. Non seulement pour avoir ces réponses-là, mais surtout pour ouvrir les horizons sur les différents moyens de le faire. Parce que l'erreur que je vois souvent et qui fait que les gens arrivent souvent
à de la désillusion dans le retour au pays, c'est que comme c'est le seul moyen qu'ils ont identifié pour répondre à leurs besoins, il y a plusieurs besoins derrière ça, quand quelque chose devient le seul moyen, quand quelque chose est le seul moyen que tu as identifié pour répondre à un besoin, ça devient une obsession. Et quand tu es obsédé par quelque chose, ça peut aller même jusqu'au fantasme, tu commences à idéaliser la chose et à ignorer, à occulter tous les côtés négatifs de la chose. Donc tu prends une décision qui est moins réfléchie. Donc l'intérêt de se poser ces questions, est-ce que c'est un moyen et quel est le besoin derrière, c'est de mettre au clair pourquoi tu n'es pas bien aujourd'hui déjà, c'est-à-dire quels sont les besoins qui ne sont pas satisfaits dans ta situation aujourd'hui, quels sont les besoins que tu penses satisfaire en rentrant au pays et comment tu penses satisfaire, parce qu'il y a aussi ce truc de je vais rentrer au pays et je serai bien sans avoir réfléchi à de quoi j'ai besoin pour être bien et comment je vais m'organiser au pays pour le faire. C'est juste je vais voir sur place. Donc quels sont les besoins qui sont pas satisfaits aujourd'hui, quels sont les besoins que tu penses satisfaire au pays et est-ce qu'il y a d'autres façons de le satisfaire dans ta situation actuelle, et si c'est pas le cas, est-ce que le retour au pays est le seul moyen de satisfaire ses besoins pour, comme je te disais, ouvrir la réflexion et pouvoir choisir. Alors c'est pas dans l'idée de décourager les gens de rentrer au pays, c'est plutôt dans l'idée de pouvoir avoir plusieurs options et se dire ok, j'ai vu les différents moyens qui sont à ma disposition avec les avantages et les inconvénients. Et finalement, je choisis le retour au pays malgré les inconvénients que j'ai observés. Comme ça, on y retourne en connaissance de cause et il y a beaucoup moins de chances d'avoir une désillusion en arrivant parce qu'on n'a pas idéalisé le truc. Et tu vois, par exemple, quelqu'un qui veut, qui veut retrouver le soleil et être proche de sa famille, ça va être difficile pour lui de, tu sais, par exemple, il peut aller, à Miami, mais du coup, il aura pas la famille, tu vois. Donc, comment concilier ça, tu vois? Est-ce qu'il faut que tous les besoins soient cochés? Genre les 3 plus importants ou ça dépend de chacun? Ça dépend de chacun. Ouais. Et une vie épanouissante, c'est pas forcément une vie où tu as tous tes besoins satisfaits, mais où déjà les plus importants sont satisfaits et où la majorité sont satisfaits. Donc c'est ça qu'on a tendance à faire, c'est-à-dire oui en fait je veux le soleil, je veux la famille et tout, on part directement sur ce que je veux, etc. C'est de te demander de quoi j'ai besoin en totalité, faire un 360 sur soi, de quoi j'ai besoin aujourd'hui et après si c'est du soleil pour différentes raisons, ok c'est du soleil, j'ai besoin de la famille, ok j'ai besoin de la famille et après hiérarchiser ses besoins, c'est quoi les plus importants pour moi, parce que souvent on se dit ça c'est important et tout, mais quand on n'a pas pris conscience de tous les besoins qu'on a, parce que des fois on a des besoins qu'on n'a pas identifiés, souvent même, on n'a pas mis le doigt dessus. Quand on n'a pas conscience de tout ça, le risque c'est de satisfaire certains besoins au détriment de d'autres qui étaient plus importants. Et du coup, toi, dans tes accompagnements, tu permets ça à tes coachés de découvrir entre guillemets l'ensemble des besoins, enfin les besoins qu'ils n'auraient potentiellement pas identifiés? C'est même la base du coaching, c'est la connaissance de soi. C'est l'outil, le sujet du coaching, c'est pas même si on rentre par le biais du travail souvent ou par le biais du retour au pays, ce sont juste des portes d'entrée. Mais l'outil, c'est la personne. Donc, toute la première partie, c'est apprendre à te connaître, de quoi tu as besoin, comment ces besoins sont satisfaits au quotidien actuellement. Donc, rien qu'en posant ces 2 questions, ça permet déjà de comprendre pourquoi on n'est pas bien aujourd'hui. Ah, j'ai ce besoin-là et c'est pour ça que dans mon travail, dans ma vie, dans mes relations, je suis pas bien. Okay, ça, c'est le déclic que j'ai eu dans ma vie perso, tu vois. Et après, une fois que tout ça est mis à plat, c'est beaucoup plus facile de se comprendre déjà et de comprendre pourquoi j'ai tant envie que ça de retourner au pays et d'ouvrir les horizons sur, ok, est-ce qu'il y a d'autres façons qui existent que le retour au pays pour satisfaire ses besoins, ou est-ce que j'ai besoin de vivre au pays pour satisfaire ses besoins, parce que j'ai besoin d'y retourner régulièrement. Il y a ça aussi. Il y a des nuances, ouais. Ok. D'ailleurs, la deuxième question dans la proposition que tu nous fais aujourd'hui, c'est quels sont mes besoins derrière cette décision? Donc du coup, on a déjà commencé un peu à y répondre, mais effectivement, ça passe par de ce que tu dis. C'est identifier la majorité de nos besoins, quoi, et qu'on se demande comment les satisfaire. C'est un peu ça, ouais. Et pour le retour au pays, c'est les besoins que j'observe souvent. Les personnes qui veulent, on parle du pays, mais peu importe le pays, c'est souvent les mêmes besoins. Ce sont les besoins de sécurité déjà. Parce que quand je suis entouré de choses que je connais, de choses que je maîtrise, de personnes que je connais, je me sens plus en sécurité que dans un endroit où je suis tout seul, inconnu, voilà. Donc il y a besoin de sécurité. Il y a un énorme besoin d'appartenance. On en parlait une fois, cette sensation quand tu es dans une ville paumée ou même des fois à Paris, et que tu sens que tu es entouré à 95% de gens qui te ressemblent pas, pour certains, ça leur empêche de satisfaire ce besoin d'appartenance. Alors ça peut être une ressemblance culturelle, c'est très fort, mais ça peut être aussi dans des centres d'intérêt. Voilà, il y a plusieurs niveaux aussi dans l'appartenance, mais l'appartenance culturelle, c'est quand même très fort dans le besoin d'appartenance. Et pour certaines personnes, ça je le vois de plus en plus dans le coaching,
il y a un besoin d'estime de soi, parce que dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils font, dans leur, je dis n'importe quoi, dans leur façon de cuisiner, leur blagues, leur façon de parler, leur centre d'intérêt, quand ils sont entourés de personnes qui n'ont pas cette même origine, qui comprennent pas ah putain, c'est marrant ce qu'ils viennent de dire, mais ils se sentent pas aussi valorisés que s'ils l'avaient fait avec des gens qui connaissent. Donc ce besoin d'estime de soi est beaucoup plus satisfait quand ils sont, encore une fois, non pas forcément au pays, mais avec des gens dans un contexte où ils sont même culturellement parlant, qui est idem. Et le dernier niveau que je vois aussi, c'est ce besoin de réalisation. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ont très envie de contribuer au bien-être du peuple antillais. C'est oui, mais j'ai vu mes parents qui avaient des difficultés, j'ai connu des gens qui avaient des difficultés dans tel ou tel domaine. Ça m'a marqué quand j'étais jeune et j'ai vraiment envie de contribuer à améliorer ça. Ouais, parce que beaucoup de gens disent je veux ramener ma pierre à l'édifice. Exactement. Ouais. Et c'est là où justement je pose la question de clarifier le besoin et le moyen. C'est que quand ça arrive, je pose la question, c'est bien, tu as identifié ça. Est-ce que c'est nécessaire de retourner au pays ou de retourner au pays maintenant pour réaliser cette chose que tu veux faire? Ou est-ce qu'il y a d'autres moyens? Est-ce que tu peux le faire plus tard? Est-ce que tu peux le faire en plusieurs fois? Enfin voilà, d'ouvrir la réflexion et de pas être dans l'obsession de il faut que je rentre au pays pour le faire. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire quand je parle de quels sont les besoins derrière le retour au pays. Ouais, non, mais c'est une vraie question parce que, comme tu dis, on peut projeter des fois, c'est-à-dire qu'en gros, quand on va rentrer au pays, toute notre vie va être cool, tu vois, et tout va glisser. Alors, bien sûr, pour rappeler, l'objectif ici n'est pas de décourager, c'est juste de se poser les bonnes questions pour être prêt quand on y sera, parce que, comme t'as dit, on peut fantasmer le retour au pays. En fait, quand on rentre, on peut avoir des galères au niveau pro, peut-être la mentalité, peut-être on a du mal à, je sais pas, en fait, on a développé des habitudes en Hexagone ou ailleurs, et en fait, il y a une transition à faire. Enfin, il y a quand même même si on est de là-bas, il y a quand même, je pense, une réadaptation à faire. Il faut être. En fait, je pense que si tu as conscience que tu vas vivre tout ça, une fois que tu seras dedans, tu seras mieux préparé, tu n'auras pas de souci à le vivre. Parce que tu vas te dire, je savais que ce serait comme ça. En tout cas, vaut mieux, entre guillemets, envisager le pire, je me dis. Enfin, être prêt au pire, comme ça, si ça se passe mieux, tant mieux. Et si ça se passe comme tu t'es dit, tu te dis, j'étais prêt, tu vois. Je pense que c'est ça l'avantage. Ouais. Il y a un peu de ça, sans forcément aller jusqu'au pire, au moins être réaliste. Oui, réaliste, oui, c'est vrai. Oui. Parce que la désillusion que vivent certains, et le mot est vraiment fort, désillusion, et c'est pas déception, c'est vraiment plus fort que ça, c'est vraiment qu'ils avaient une illusion que tous leurs problèmes allaient être résolus quand ils allaient rentrer. Et le fait de réfléchir à ces questions-là, c'est pas, comme tu disais, de décourager les gens de rentrer, c'est d'être objectif dans leurs décisions et de préparer le retour. Parce que des fois, effectivement, le retour au pays, c'est la meilleure solution pour la personne, mais à condition qu'elle ait préparé les choses nécessaires pour réussir son retour au pays. C'est là tout l'intérêt de préparer la transition de vie. Un déménagement, c'est pas juste je vais vivre ailleurs, c'est je vais transférer mes besoins, j'ai mes besoins et je vais devoir les satisfaire ailleurs. Donc comment je prépare ce cadre pour qu'une fois que j'y arrive, je sois toujours bien. Parce que du coup, je me dis, parce que tu vois, j'ai reçu des gens dans le podcast qui, tu vois, dont une notamment, qui est rentrée franchement du jour au lendemain, tu vois, elle a pas préparé. T'en penses quoi du coup des gens qui rentrent entre guillemets en mode kamikaze, tu vois? Est-ce que pour toi c'est une bonne idée? Vaut mieux éviter? Comment tu le vois? Je serais pas catégorique sur si c'est une bonne idée ou pas. Ça dépend vraiment des personnes. Si la personne a vraiment un besoin, c'est dit non mais là j'en peux plus, j'en connais, je l'ai fait. Moi, quand je suis sorti de mon burn-out et que j'ai fait ma transition, j'ai démissionné, le temps de me former et tout, je suis rentré 2 mois à Martinique parce que je sentais ce besoin de me ressourcer. C'était vraiment nécessaire. C'était clair qu'il fallait que j'y aille. Donc oui, si la personne elle a un besoin de le faire, faut pas réfléchir à 1000 ans. Quand tu te sens que t'as mal, t'y vas. Après, c'est pour ça que je posais la question, est-ce que t'as besoin d'y retourner définitivement ou t'as besoin d'y repasser pour te ressourcer? Ça, c'est plutôt ça la question. Je pense qu'y retourner définitivement sur un coup de tête, ça peut être une erreur. La troisième question que tu voulais aborder, c'était est-ce que c'est la seule façon de les satisfaire, les besoins notamment? Comment on répond à cette question? En commençant déjà par répondre aux 2 premières, oui. Tu vois. Mais tu vois, ça a l'air simple, ça a l'air presque évident comme ça, mais il y a presque personne qui réfléchit comme ça. On a tendance à aller chercher directement la solution. Ah, je suis pas bien, solution. En même temps, quand t'es tout seul, c'est difficile d'avoir ce recul, tu vois. Et parce qu'il y a tellement de questions et de sujets parce que là, tu vois, on a synthétisé en 5. Mais il faut les trouver entre guillemets les 5, tu vois. Donc ouais, je comprends. Mais oui. C'est le rôle du coach, c'est d'apporter de la clarté. Petit placement de produit, on dit Non, mais c'est pour ça que je me suis lancé dans le coaching. Oui, bien sûr, ouais. J'aurais pu, comme je t'avais dit, c'est un moyen d'aider les gens à être épanouis. J'aurais pu
faire autre chose pour ça. Il y a plein de façons de le faire. Il y en a qui vont devenir chanteurs, il y en a qui vont devenir footballeurs, parce que c'est leur façon d'inspirer les gens et de leur montrer que c'est possible. Donc moi, j'ai choisi le coaching parce que j'avais aussi cette envie, cette facilité à transmettre et cette proximité avec l'humain que je voulais garder. Ça, c'était aussi dans mes besoins. Et que un truc que j'avais vraiment identifié, c'est qu'on se pose pas les bonnes questions. C'est et c'est pas la faute des gens. C'est quand t'as la tête dans le guidon, tu prends pas le temps de te poser les bonnes questions. Et c'est aussi le deuxième intérêt du coaching, c'est de t'offrir cette bulle que tu prends pour toi, pour te poser les bonnes questions. Un truc qu'on ne fait pas pendant la semaine quand on est dans le feu de l'action. Ouais, là, quand tu dis ça, ça me fait penser, en fait, quand j'ai fini mon école de commerce, j'ai travaillé pendant 3 ans, et je te jure que, en fait, à un moment donné, tu vois, le métro boulot dodo, j'étais clairement dans ça, j'étais en mode, mais en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais tu sais, t'as l'impression que tu travailles, tu vas dormir, tu manges, tu travailles, tu vas dormir, tu manges, et je trouvais que le temps passait tellement vite, les week-ends, ils passaient comme ça, et je me disais, ça va être pendant 40 ans comme ça, et en vrai, après, bon, du coup, rapidement, mon taf c'est fini, j'ai une rupture conventionnelle, et en vrai, je me suis dit, waouh, ça fait depuis 3 ans, enfin, je peux enfin me poser, genre, réfléchir, tu vois. Parce que, ouais, quand t'es dans le quotidien, t'es lancé, et encore, tu vois, moi, j'avais pas d'enfant, tu vois, j'avais pas trop de j'étais célibataire et tout, voilà, il y avait que moi. Mais je me dis, quand t'as une famille et tout, c'est pas facile, hein, de trouver des temps de pause pour vraiment prendre du recul sur sa vie et, ouais, faire l'état des lieux, quoi. Ouais, il faut se le réserver. J'insiste sur le il faut, parce que on a tendance, et je dis on parce que j'étais très comme ça, à se donner pour les autres, s'occuper de la famille, des amis, du conjoint, de tout le monde, sauf de soi, ou plutôt de soi en dernier, avec l'énergie et le temps qu'il nous reste. J'ai une pote qui est maman, elle me dit ça aussi, ouais, c'est qu'elle se fait passer en dernier, malheureusement. Ouais. Et ça a été le truc qui m'a explosé à la figure quand j'ai fait mon burn-out, parce que j'étais dans un métier où je donnais beaucoup d'énergie et de temps aux gens. C'est que quand tu prends pas le temps de faire le nécessaire pour ton bien-être physique, mental, émotionnel, et que tu lâches, que ton corps, ton esprit lâche, tu peux plus aider personne. Bah oui, bah déjà toi t'es out, enfin t'es plus là, donc qui tu veux aider. C'est pour ça que quelque part, tu sais, des fois on dit, enfin, c'est encore je parle d'autre chose, mais souvent, tu sais, on dit qu'on veut aider les autres, mais par exemple, pour un truc tout bête, si tu veux aider, par exemple, aider à la faim dans le monde. Mais si toi, t'es au SMIC et tu galères tous les mois, ça va être compliqué. En gros, ce qu'il faudra faire, c'est genre, toi, entre guillemets, deviens déjà riche, tu vois, enfin, développe une capacité financière, après, tu peux aider les autres, tu vois. Mais c'est dans le même sens où, tu vois, je veux dire, c'est que, aide-toi déjà. C'est pas égoïste, hein, c'est juste, si tu veux vraiment avoir un impact, en tout cas, pour la question, tu vois, humanitaire et tout, si tu veux financer des écoles, trucs comme ça, bah, toi, déjà, deviens riche, entre guillemets, et après, aide les autres. Mais c'est égoïste et c'est bien. Bon, ça, c'est une croyance que j'essaie de casser dans la tête des gens. C'est être égoïste, c'est mal, il faut être altruiste. C'est deux opposés. Non. L'altruisme est un luxe réservé aux égoïstes. Tu ne peux pas servir un verre d'eau à quelqu'un avec une bouteille vide. Donc, si tu veux aider les autres, il faut que tu sois en capacité d'aider les autres. Donc, de prendre le temps de t'aider, toi, avant tout. Et ça, c'est le mythe du faux altruisme, vraiment, où on dit, oui, je me sacrifie pour les autres, voilà. Quand tu es dans le manque, même si tu as envie, tu n'es pas disposé à être altruiste, c'est-à-dire à donner sans rien attendre en retour. Parce que satisfaire nos besoins, c'est le seul objectif de notre corps. Donc quand tu es dans le manque, il va voir tous les moyens de satisfaire des besoins. Donc les gens qui n'ont pas pris le temps de satisfaire leurs propres besoins, de prendre soin d'eux, la plupart du temps, je dis pas, des fois tu peux être altruiste quand même, on voit les parents avec leurs enfants, tout ça, mais la plupart du temps, ils sont pas dans l'altruisme, ils sont dans la transaction, voire dans la manipulation. Oui, genre ils donnent mais ils attendent en retour. Quoi. Exactement. Ouais, je vois, ouais. Si t'as un doute sur est-ce que je suis dans la manipulation, dans l'altruisme, c'est demande-toi juste comment je me sens quand je fais un truc pour quelqu'un et que la personne me remercie pas. Mais en vrai, c'est compliqué de faire des choses purement sans un attendre en retour. Enfin, je sais pas si ça existe vraiment, tu vois. Ça existe quand tu t'es apporté tout ce dont t'as besoin. Non, mais tu sais, il y a des gens, des fois, ils sont généreux parce que ça leur fait du bien, tu vois. Genre, se sentir utile, tu vois. Ça t'apporte quelque chose. Oui, voilà. Et c'est là où je mets le doigt sur ce que ça t'apporte. On est souvent sur le matériel. Oui, je gagne rien, mais les gens qui font de l'humanitaire, parce que j'en sais quelque chose, j'en fais aussi. On le fait gratuitement, mais c'est dans notre intérêt. C'est parce que en le faisant, je me sens mieux. Ça m'apporte de l'estime de moi. Ça m'apporte d'être en contact avec des personnes, un besoin social. Ça me permet de me sentir utile. Ça t'apporte plein de choses de faire de l'humanitaire. C'est pas juste je le fais et puis ça m'apporte rien. Donc c'est ça aussi. C'est pas juste je gagne de l'argent ou on me donne quelque chose ou on me dit merci en retour. C'est comment toi tu te sens aussi en le faisant. Ça remplit des besoins. Exactement. Tout ce qu'on fait, faire des choses sans rien attendre en retour, c'est contre nature. Parce que dans la nature, si tu utilises ton énergie, ton temps, tes ressources
dans le vide, tu meurs. Donc faire des choses comme ça et en se disant je vais absolument rien gagner, c'est du suicide. c'est vraiment du suicide. Ton cerveau va te dire mais t'es fou. Donc c'est pour ça que les personnes disent oui, je me sens mal quand je fais ça, machin, etc. C'est dans la motivation. Qu'est-ce que tu y gagnes en le faisant? Et pose-toi la question quand les gens disent oui, moi je fais ça, j'attends rien. Est-ce que si tu faisais quelque chose et que tu te sentais mal en le faisant, que personne n'était au courant que tu le faisais et que tu ne gagnais rien à le faire, est-ce que tu le ferais? Ça change tout là. Non, il n'y a aucun intérêt. Oui, non, mais c'est clair. Parce que tout ce qu'on fait, c'est soit parce qu'on se sent mieux en le faisant, soit parce qu'on gagne quelque chose, soit parce qu'on a la reconnaissance du groupe. Donc c'est pas forcément du matériel. La quatrième question dans la boîte à outils qu'on propose aujourd'hui, c'est est-ce la façon qui me correspond pour le faire? Est-ce que cette façon de satisfaire mes besoins, est-ce que c'est vraiment fait pour moi, quoi? Comment tu peux aider les gens sur ça? Pour savoir si c'est fait pour toi, on revient encore à la base. Faut savoir de quoi tu as besoin. Parce que si, là je parlais de préparer le changement. Dans le coaching, les 3 étapes, c'est savoir qui tu es, savoir où tu veux arriver pour être épanoui et trouver le chemin qui te correspond pour y aller. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir la même destination. Donc, je te parlais tout à l'heure de vouloir rendre les gens heureux, permettre aux gens de s'épanouir, mais qui vont le faire différemment. Qui vont devenir chanteurs, qui vont devenir coach, qui vont devenir footballeurs. Voilà, ce sont des personnes qui ont à leur façon inspirer les autres. Mais si moi, qui ai une appétence pour le coaching, je décide de devenir footballeur, je vais galérer, je vais souffrir, je vais me sentir nul et je vais me dire non, c'est pas la bonne destination. Alors c'est juste pas la bonne façon de le faire qui correspond à moi. Donc c'est vraiment ça, trouver la façon qui te correspond, c'est savoir de quoi tu as besoin et trouver le chemin pour atteindre ton objectif qui te permet de répondre à ces besoins-là. C'est ça la façon qui te correspond. Toi, comment tu t'adaptes dans tes coachings en fonction des gens que tu as en face? Tu poses beaucoup de questions pour connaître mieux Enfin oui, j'imagine. Mais du coup, comment tu fais pour vraiment adapter tes offres et ton accompagnement? En fait, j'ai 3 accompagnements. Il y a un très court, c'est juste sur la partie préparation aux entretiens d'embauche. Donc pour permettre aux gens de prendre conscience de la valeur de leur profil, parce que c'est ça le problème du candidat souvent. C'est qu'il n'a pas conscience de la valeur de son profil. En fait, rapidement, en gros, là, moi, j'étais en recherche d'une alternance et tout pour la rentrée, là, en data analyst. Et comme c'est une reconversion, parce que j'étais commercial avant, j'étais clairement dans ça, ouais. Tu te dis, mais... en gros, rapidement, je t'ai coupé, mais... Parce qu'en gros, tu vois, parce que du coup, je me suis fait accompagner par mon école et tout. Et en fait, du coup, moi, j'avais fait une certification pour data analyst. Donc, j'ai fait une certification en ligne, une formation en ligne. Et dans mon CV, j'avais supprimé les compétences, les soft skills que j'avais eu au commercial. Et en fait, le tuteur que j'ai eu dans mon école, il m'a dit, mais non, mets-les, ce sera utile et tu pourras les utiliser, tu vois. Donc, parce que du coup, j'avais pas conscience que, moi, je me dis, c'est 2 métiers différents, il n'y a pas besoin, en fait, l'aspect relationnel et tout, et en fait, si, tu vois. Parce que t'as le travail en équipe, tout ça, donc, t'as des compétences transférables. Donc, effectivement, oui, souvent, on oublie. Enfin, on pense pas on réduit notre valeur, tu vois. Et puis, on fait l'erreur que je répète encore et toujours, c'est de confondre l'objectif et le moyen. C'est-à-dire le recruteur, son objectif, c'est pas de recruter quelqu'un qui a l'intitulé du poste. J'aime bien prendre l'exemple de manager. Recruter un manager, c'est pas l'objectif, c'est le moyen de satisfaire des besoins de l'entreprise. Il cherche quelqu'un qui est capable de manager une équipe pour en faire un manager. Et souvent, les gens se disent, oui, moi, j'ai pas les compétences, machin, parce qu'ils prennent pas conscience que l'expérience qu'ils ont, les compétences qu'ils ont, etc., ce sont des moyens d'aider l'entreprise à satisfaire ses besoins. Ils sont en mode, oui, mais est-ce que moi, je peux coller à la fiche de poste? Donc, c'est ça que je les aide à préparer l'entretien, c'est prendre conscience que tout ce que tu as vécu peut, d'une façon ou d'une autre, aider à satisfaire les besoins de l'entreprise, et d'être conscient de ça et de savoir le montrer en entretien pour raisonner avec le recruteur. C'est-à-dire que le gars, il se dise, ouais, cette personne a les capacités de m'aider à satisfaire les besoins de l'entreprise. Enfin, cet accompagnement-là, il peut être très utile parce que je me dis, tu sais, souvent quand on rentre au pays, on te dit que des fois, il faut se reconvertir et que des fois, en fait, je l'ai eu parce que j'étais allé à un salon à Léviré sur Paris, c'était début juin, si je dis pas de bêtises. Et en gros, on te disait que même si en fait il y a le poste que tu auras sur Paris, enfin en Hexagone par exemple, souvent en Martinique en fait le scope du poste sera un peu plus large. Et en fait, même si tu rentres pas totalement dedans, il faut quand même postuler parce que dans tous les cas, t'as des compétences transférables. Ce qu'il faut avoir conscience, c'est que souvent en Martinique, tu peux être un peu plus polyvalent et t'as forcément dans tes expériences des choses qui vont t'aider dans ça et que faut pas se restreindre à ça et que du coup, oui, donc je pense que tes accompagnements, ça peut clairement aider à mettre en avant ça et surtout en fait se différencier sur son CV et pendant l'entretien, tu vois. Et c'est je conclurai là-dessus sur la partie reconversion, c'est de comprendre que les entreprises ne cherchent pas juste de l'expérience et quelqu'un qui a le même
métier sur quoi ils postulent. Ils cherchent des gens qui ont des savoir-faire et des savoir-être pour les aider à satisfaire leurs besoins d'entreprise. Et les savoir-faire, ça peut être l'expérience dans le métier, mais ça peut être l'expérience dans tous les autres trucs que vous avez fait dans votre vie. Et c'est en ça qu'il faut se préparer à le mettre en avant. Surtout que en soi, les compétences, on peut te les apprendre, mais savoir bien se comporter. Ça s'apprend aussi. Oui, non mais tu sais, il y a des gens, qui sont impulsifs. Ils peuvent changer, mais s'ils ont pas l'esprit d'équipe et ils sont solo perso. En fait, tu vois, entreprendre quelqu'un qui a déjà cet esprit d'esprit d'équipe et quelqu'un qui est borné un peu, qui veut faire que son truc de son côté. Celui qui est borné, mais qui a un peu plus ses compétences. Je sais pas, je me dis, peut-être le recruteur, il va préférer celui qui a un peu moins les compétences, mais on peut le former et lui apprendre parce que c'est plus difficile, c'est à changer un état d'esprit. C'est clair. En fait, ce dont tu parles, c'est pas forcément le fait de travailler en équipe ou pas. C'est un truc que je répète souvent aux novices. Le novice me dit, oui, j'ai pas l'expérience, machin, etc. Par rapport aux pros, j'ai pas assez d'expérience. Les novices se sentent nuls dans les entretiens parce qu'ils comparent leurs valeurs sur les mêmes critères qu'un expert, c'est-à-dire sur l'expérience. Sauf que l'entreprise recrute l'expert par rapport à son expérience, justement, par rapport à ce qu'il peut apporter, mais elle sait que le novice n'a pas l'expérience. Donc elle ne recrute pas sur ces critères-là, elle recrute sur son potentiel. Et son potentiel se trouve sur plein de choses, mais surtout sur sa capacité à apprendre vite et à s'adapter. Et ça, c'est ça qu'il faut savoir mettre en avant dans l'entretien, et même si tu n'as pas déjà fait ces trucs-là, mais de montrer que je suis capable d'apprendre plein de choses, quoi. D'ailleurs, j'ai pas répondu sur les autres offres. On est parti sur le recrutement. Alors du coup, donc il y a l'offre sur la préparation aux entretiens d'embauche, donc ça c'est la plus simple, la plus courte. Et il y a les deux coachings un peu plus conséquents. Donc il y a un qui s'appelle mon chemin de vie, donc qui aide les personnes à apprendre à se connaître, ses besoins, ses valeurs, ses aspirations, quel est son projet de vie, c'est-à-dire c'est quoi la destination que tu veux atteindre dans ta vie. C'est pas juste ce que tu veux faire de ta vie, mais ce que tu veux, où tu veux arriver. Et ensuite, trouver le chemin qui correspond à la personne pour y arriver. Donc là, on parle de son projet pro ou perso, et de faire son plan d'action. Ok, voilà les étapes pour y arriver, résoudre ça. Donc ça, c'est l'offre Mon chemin de vie. Et il y a l'offre menu maxi best-of, salade tomate oignon plus ultra, qui est la grande aventure, où on voit toutes ces choses-là et on travaille en plus sur les obstacles. C'est-à-dire, ok, tu as ton plan d'action, tu as beaucoup plus de clarté, mais qu'est-ce qui t'empêche d'être la version de toi qui est capable de faire ces choses-là pour s'épanouir. Donc travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi, l'affirmation, la communication, tout ça, et suivre la mise en place du plan d'action pour ajuster en chemin. S'il y a des choses à préparer, des présentations préparées en chemin, on peut se préparer à ça, aller vraiment jusqu'au bout sur 6 mois pour concrétiser le projet. Et du coup, la dernière question, c'était, si on n'arrive pas à... quelles ressources il me manque pour le faire à ma façon? Comment on identifie ces ressources? Alors, il y a 2 questions dedans. Il y a comment on identifie ses ressources et comment on identifie les ressources dont on a besoin. Toujours le même principe, savoir où tu es aujourd'hui, c'est-à-dire de quoi toi tu as besoin et ce que tu as comme compétences, comme savoir-faire, comme savoir-être, savoir où tu veux arriver. Donc c'est quoi ton projet perso, ton projet de vie. Donc une fois que tu as le départ et l'arrivée, c'est plus facile de voir le chemin déjà. Donc trace le chemin qui te correspond, donc qui te permet de satisfaire tes besoins. Une fois que le chemin est tracé, je vois qu'il y a des obstacles sur le chemin, je pourrais pas y arriver parce que je sais pas faire ça. Et c'est à ce moment-là que tu vois, si je veux être capable de suivre le chemin qui me correspond, il faut que je développe telle ou telle compétence, telle ou telle ressource pour y arriver. Et c'est l'inverse de ce qu'on fait actuellement dans le monde de l'orientation professionnelle, où on commence par se dire qu'est-ce que tu sais faire et où tu peux aller avec ce que tu sais faire. Sauf que tu n'es pas défini par tes compétences et tes compétences peuvent évoluer. Donc se restreindre à ça, c'est te restreindre à la vie que tu as aujourd'hui, tout simplement. Donc moi je préfère dire où est-ce que tu veux arriver et qu'est-ce qui te manque pour arriver là où tu veux arriver. Les compétences se développent. Et du coup, par exemple, dans le cadre du retour au pays, si donc la personne elle veut rentrer au pays. Ce serait quoi par quelle étape tu la ferais passer pour qu'elle y arrive, disons, dans un délai de 6 mois, par exemple, de 6 mois à 1 an? Ce seraient les mêmes étapes que pour le travail, que pour les projets perso. Ça commence toujours par toi. Qui es-tu? De quoi as-tu besoin pour te sentir bien? Quelles sont tes valeurs? Et les valeurs, c'est important. Les valeurs de bienveillance, respect, dépassement de soi, ce sont des choses propre à chacun, mais c'est important d'en prendre connaissance, d'en prendre conscience, parce que tout ce que tu feras qui sera en opposition avec ces valeurs, que ce soit dans ton activité, dans ton travail, de fréquenter des gens qui font des choses opposées à ces valeurs, tout ce que tu feras te fera te sentir mal. Si tu as une valeur bienveillance forte, dès que tu vas aider les gens,
Dès que tu feras des choses dans l'intérêt des autres, tu te sentiras rempli, motivé, ça ira bien. Dès que tu feras des choses qui peuvent nuire aux autres, ou, et ça c'est le plus vicieux, dès que tu as l'impression de faire des choses qui nuisent aux autres, des fois c'est surtout ça, ou que tu seras entouré de personnes qui font des choses qui nuisent aux autres, que ce soit vendre de la cochonnerie à des petits vieux quand t'es commercial, ou être entouré de personnes qui vont casser la maison des autres alors que toi c'est de la malveillance pour toi, dès que tu seras avec ces gens-là, tu te sentiras mal. Donc c'est important de comprendre ces valeurs-là pour apprendre à te connaître, pour déjà voir ce que tu dois garder ou changer dans ta vie aujourd'hui. Déjà, est-ce que tu devrais garder pour plus tard? Ok. Ouais, ça rejoint un peu le dicton, on dit dis-moi les 5 personnes avec qui tu traînes le plus, je te dirai qui tu es, quoi, un peu. Enfin, en gros, tu t'es quand même influencé par ton environnement, quoi. Ton environnement, par capillarité, un peu, tu vois. Je sais pas si t'es d'accord. Alors oui, je suis d'accord sur ça. Je sais pas si c'est la bonne image, peut-être. C'est la bonne image, parce que, en fait, les 5 personnes les personnes que tu fréquentes le plus vont déterminer ta vie, la qualité de ta vie. Mais ça veut pas dire que c'est la vie de la personne que tu es. C'est ça la nuance. Ça va être, si toi t'as envie d'avoir une vie grandiose, de voyager, de te dépasser, et que t'es entouré de personnes pantouflardes qui se contentent du minimum, qui, pour eux les gens qui se dépassent sont des bouffons, si je contrôle mes mots, tu vas être comme ces personnes-là. Mais tu vas être à l'opposé de qui t'as envie d'être, et tu seras malheureux dans tes relations. Ok, donc il faudra quand même revoir le cercle, quoi. Voilà. Okay, donc dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai la qualité de ta vie, mais ça voudra pas dire que c'est qui tu es. Ouais, je vois. Ah, ok. Ouais, c'est bon, j'ai compris la nuance. Ok. Ah, c'est subtil quand même. C'est ok. Ah, le coaching, la connaissance de soi, c'est tout en nuance et en subtilité. Ouais, il n'y a pas d'extrême. Oui, c'est vrai. C'est jamais noir ou blanc, quoi. Exactement. Okay. Donc pour le retour au pays, les étapes, ça va être la base, c'est apprendre à te connaître, toi, de quoi tu as besoin, quelles sont tes valeurs, quelles sont tes aspirations, pour pouvoir identifier les différents moyens qui existent à ta disposition ou pas encore à ta disposition pour les satisfaire, et ensuite faire un choix. Est-ce que tu préfères choisir ceux auxquels tu as accès tout de suite, ou est-ce qu'il y en a qui te parlent vraiment plus mais qui te manquent des choses pour le concrétiser? Et là, dans ton plan d'action, comment faire pour obtenir ces choses qui te manquent pour le concrétiser et te sentir bien? Là, on accompagne. Et si c'est le retour au pays, mais que pour te sentir bien, te manque de la certitude pour passer les entretiens et te reconvertir, ou savoir t'affirmer parce que les gens que tu connais là-bas pensent qu'ils ont une mauvaise influence sur toi, enfin qu'ils vont te freiner. Voilà, il y a des choses à préparer pour être capable de faire le nécessaire une fois rentré au pays pour être épanoui, et pas transférer les problèmes qu'on a créés ici au pays. Donc en gros, faut un peu faire le ménage dans sa vie et voilà, faire le tri entre ce dont on a besoin, ce qui nous est néfaste un peu, enfin ce qui est négatif pour nous, et voilà, et se préparer vraiment à, comment dire, moi savoir de quoi on aura besoin, comment on le satisfait, est-ce que le retour au pays peut permettre ça, et voilà quoi, et y aller. Tout à fait, c'est apprendre, enfin c'est l'objectif même du coaching, c'est réussir à devenir la version de nous-mêmes qui est capable de faire le nécessaire pour réussir sa reconversion, son retour au pays et être épanoui dedans. Donc comme disait un grand homme, celui qui a fait le tour de lui-même une fois a voyagé plus loin que celui qui a fait le tour du monde 10 fois. Ah ouais, là tu rentres dans des trucs. Mais après le tour du monde, ça quand même, enfin, tu sais, comme tu te confrontes à différentes cultures, je pense que tu peux te rencontrer aussi toi, tu vois. Et tu peux faire le tour de toi en faisant le tour du monde. Parce que c'est pour ça qu'on dit que le voyage forge la jeunesse, c'est que tu apprends à te connaître à travers les autres en voyageant. C'est en ça que le tour du monde, les voyages, de voir autre chose, est ce que j'encourage mes proches au pays et les personnes à faire quand ils sont en Martinique, c'est de voyager. Parce que je me suis rendu compte quand j'étais là-bas, parce que moi j'ai vécu là-bas jusqu'à 20 ans, on a une vision du monde, on voit de l'extérieur et tout, mais on est très dans notre tête. Oui, c'est notre pays. Tu vois. C'est vraiment la Martinique, c'est notre pays. Et quand j'ai commencé à voyager, à venir à Paris, enfin j'étais à Nancy, Strasbourg avant et tout, à rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres façons de penser. C'est là où je me suis rendu compte que j'avais l'esprit un peu fermé, mais parce que dans l'endroit où j'étais, les gens pensaient comme ça. Oui. En fait, ton esprit est conditionné par là où tu es, quoi. Et comme t'es pas stimulé par d'autres choses, bah c'est comme, tu vois, par exemple le style vestimentaire, tu vois, genre si t'arrives avec un style punk aux Antilles, tu vas te faire tu te feras pas d'habits, tu vois. Enfin bon, après je dis pas les punks non plus ici sont pas non plus c'est pas non plus les plus intégrés socialement, tu vois, c'est comme une communauté, ils restent entre eux, tu vois, mais c'est pour dire qu'en gros ouais, si tu comment dire, vu que t'es dans le même cadre, forcément tu penses pareil que, enfin en tout cas dans la majorité en général. Mais prends l'exemple de la musique.
Bon, ça a évolué pas mal ces dernières années, mais il y a 10 ans, quand t'étais en Martinique, t'écoutais pas du dancehall, du zouk, t'écoutais un truc un peu français, alors je parle même pas du J-rock, la J-pop, tout ça, t'étais un gars bizarre. Bon, maintenant, ça a quand même évolué, les mentalités chez les jeunes, c'est bien ça. Donc, mais il y a encore des trucs faut que les gens voyagent un peu plus. Après, je pense qu'il y a un côté aussi, tu me dis ce que t'en penses, mais je pense qu'il y a un côté aussi genre, tu sais, un peu chauvin et un peu défense de notre patrimoine, tu vois, genre, on veut pas que, enfin déjà que, tu sais, bon, on a un contexte social, économique un peu compliqué, c'est genre, on s'accroche à ça un peu, tu vois, en mode, peut-être c'est un peu extrême, tu vois, mais c'est peut-être un mécanisme d'autodéfense en mode, tu vois, déjà que on est petit, entre guillemets, on va pas laisser l'extérieur nous influencer, tu vois. Et du coup, on s'accroche à notre, ce qui pour nous est notre identité, tu vois. Tout à fait. Mais la peur du changement, c'est pour satisfaire un besoin de sécurité. Je veux garder ce qui m'est familier, ce que je connais, parce que je m'y sens en sécurité. Que je trouve que ça me permet de satisfaire mes besoins d'appartenance. Si du jour au lendemain, en Martinique, on n'écoutait plus que de l'électro, tout ça, les gens, ils se sentiraient perdus dans leur propre pays. Ouais, non, c'est foutu, là. Donc, tu vois, c'est normal de résister un peu. Oui, bien sûr. Ouais. Non, moi, je veux pas que ça arrive, par contre. Non, c'est faux. Mais l'extrême, c'est de se fermer totalement en disant non à l'évolution. Bien sûr, ouais. Il faut trouver un entre-deux. Comme on a dit, c'est comme dans le coaching, rien n'est blanc, rien n'est noir, c'est tout dans la nuance. Ouais, bien sûr. Tu peux garder ton identité culturelle, tout en étant ouvert à ce qui se passe ailleurs. En fait, faut avoir conscience de qui tu es, découvrir le reste, mais en gardant ta personnalité, quoi, ton identité. Exactement. Et ça, c'est valable autant pour un peuple que pour une personne. C'est apprendre à savoir qui tu es. Ça te permet de t'ouvrir plus facilement aux autres sans te perdre. Justement, la connaissance de qui nous sommes, je trouve, aux Antilles. Enfin, tu vois, on répète beaucoup, on connaît pas notre histoire. Mais je pense, en vrai, ces trucs-là, je pense je le dis souvent, je pense qu'on a un gros travail de développement personnel à faire aux Antilles. En termes, déjà, d'estime de nous, parce que, même si c'est en train de changer, tu vois, dans la nouvelle génération, je pense que, tu sais, il y a qu'à nous voir. Enfin, tu sais, on ose des choses, on essaye d'autres voies que le salariat, voilà, ce qu'on nous a dit, et c'est très bien. Mais il y a certains ont encore ces chaînes, tu vois, enfin, en tout cas, ces blocages, tu vois. C'est normal, hein, le peuple martiniquais, c'est un peuple jeune. Oui, c'est vrai. On n'a pas 2 siècles. Hein. Oui, clairement. Ouais. Donc et en plus, ça, on a vécu le peuple martiniquais a vécu plusieurs événements culturellement marquants, la guerre, l'expatriation, tout ça. Enfin, ça a beaucoup bougé, donc il faut un moment se tasser, et puis donc c'est un peu normal qu'il y ait cette question de qui sommes-nous, on se cherche encore, et ça va venir. Mais quand on aura répondu à cette question, je pense qu'on sera plus ouvert à accueillir les autres. Ouais, c'est sûr. T'as parlé de changement, parce que du coup ça m'a fait penser à une question par rapport à ton parcours. Toi, du coup, le passage de salarié à entrepreneur, comment tu l'as vécu ? Comment je l'ai vécu ? C'est-à-dire ? Est-ce que ça a été difficile ? Est-ce que pour toi ça a été une évidence ? Est-ce que avant de devenir coach, quand tu étais salarié, est-ce que tu pensais déjà à l'entrepreneuriat ? Alors, pas du tout. Et même quand je me suis lancé dans le coaching, je pensais pas à l'entrepreneuriat. Je me suis dit, je vais intégrer un cabinet de coaching. Ça existe ? Ça existe. Je me suis dit, Ok. C'était vraiment être coach. Et c'est pendant que je me formais au coaching et que j'ai précisé mon projet de vie au fur et à mesure, je me suis rendu compte que si je voulais être sûr d'aller dans la direction que j'avais visualisée comme étant ma direction, comme étant ma destination pour réaliser mon projet de vie, je pouvais pas me permettre d'avoir quelqu'un au-dessus de moi qui me dit non, on va dans un autre côté. Non, on va pas par là. Parce que je savais que ça allait me rendre malheureux et c'était hors de question. Donc à ce moment-là, l'entrepreneuriat est devenu une nécessité. Si j'avais pu m'en passer, je me serais passé. C'est devenu une nécessité. Mais c'est pas nécessaire pour tout le monde. Ça, j'insiste là-dessus. On dit souvent aux gens, oui, il faut être entrepreneur. Ça dépend de ton besoin. C'est pas fait pour tout le monde, c'est pas nécessaire. Tu peux travailler pour quelqu'un et avancer sur ton projet de vie grâce à cette personne. Ouais. On en parlait un peu en venant ici. C'est que je te disais, moi... parce que tu sais, je suis un peu dans un entre-deux où quelque part, tu sais, j'aurais pu chercher à gagner ma vie avec le podcast. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, tu vois. Où je préfère avoir une activité salariée qui me rassure, tu vois. Genre, j'ai la stabilité financière entre guillemets. Même si stabilité, tu sais, la boîte elle peut fermer et tout. Voilà, on sait jamais, mais en tout cas, techniquement, t'es protégé normalement. Parce que ouais, dans l'entrepreneuriat, j'avais peur de cette irrégularité des revenus, tu vois. Et comme tu dis, ce que tu m'as dit, c'est ça dépend de ce dont t'as besoin, tu vois. Certains ont besoin de plus de liberté, d'autres de la sérénité, tu vois. Et donc après, c'est à chacun de... Parce que c'est vrai que, enfin, il y a quand même un mouvement, c'est sur les réseaux, genre tout le monde dirait que il faut devenir entrepreneur, tu vois. Genre c'est un peu cette truc, c'est un peu une tendance en fait. Et en fait, je pense que c'est un truc où, bien sûr, enfin, tu vois, si t'es mal dans ton taf et que
tu as un talent et que tu as envie de t'exprimer autrement, l'entrepreneuriat peut être une voie. Mais si tu es bien dans ta routine, au moins tu sais, moi, tu vois, la salariée, c'est que c'est cadré, tu vois, de 9h à 18h, t'as ton taf. Une fois que tu pars, normalement, après, tu lâches ça. Et ça te suit pas, normalement, tu vois. Ça dépend des tafs, mais bon. Donc, en fait, il faut se poser la question, comme tu disais, qu'est-ce que j'ai besoin? Et quelle voie peut m'apporter? Ça peut être un système hybride aussi, tu vois, où genre t'es salarié et le soir ou le week-end, tu taffes sur ton projet et ça te ramène un peu d'argent et tu vois, comme ça tu dépends pas des deux. Et s'il y en a un qui te fait chier, tu vois, tu supprimes l'un ou l'autre, tu vois. Oui, c'est encore la question de l'objectif et du moyen. Tu veux être entrepreneur pour faire quoi? Parce que la différence entre l'entrepreneur et quand tu es salarié, c'est juste que le patron, c'est toi. Oui, clairement. Et c'est encore pire parce que tu as encore plus de choses à faire parce que tu dois faire le travail de ton patron aussi. Donc la question, c'est est-ce que j'ai envie juste d'être entrepreneur pour avoir la liberté de le faire comme je veux, mais d'avoir toutes les contraintes de faire le travail de tous les gens autour de moi qui faisaient tourner l'entreprise? Ou est-ce que j'ai juste envie d'avancer sur mon projet et le fait de me concentrer sur ma zone d'excellence dans ce que je fais le mieux en travaillant pour quelqu'un, c'est pas la meilleure façon d'avancer sur mon projet? C'est ça le questionnement. C'est la même chose que pour le retour au pays ou pour le truc. C'est quoi ton objectif? Quelles sont les façons d'y arriver? Et qu'est-ce qui te correspond le plus? Pour ma partie transition de vie, pourquoi j'ai démissionné de mon CDI qui était très très confortable, c'est que dans mon expérience du burn-out, de ce qui allait jusqu'à la dépression et tout, quand j'ai compris pourquoi j'étais vraiment mal à ce moment-là, de vivre limite l'expérience de la mort, d'avoir le regret de la fin de vie, de te dire mais en fait qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Il y a rien dans ce monde qui est plus douloureux que le regret de la fin de vie. Rien. Donc à ce moment-là, j'ai su, quand j'ai trouvé ma direction, que toutes les difficultés qu'il allait avoir sur le chemin pour avancer là où je voulais arriver seraient plus faciles à appréhender que la douleur de se dire j'ai pas essayé. Donc c'est ce qui m'a permis de faire toutes ces choses difficiles au fur et à mesure. De dire non, c'est la douleur, le stress, le fait de pas savoir et tout, c'est une légère brise sur mon visage par rapport à la douleur du regret à la fin. Donc c'est un choix. Mais bon, Dieu merci, tout le monde n'a pas vécu une expérience aussi extrême. Donc, ce que j'essaie de faire en accompagnant les gens, c'est de trouver leur façon d'y aller, en tout cas, en connaissance de cause. Ok, trop bien, super. Écoute, Jean-Philippe, c'était un super échange, très enrichissant. Je pense que tu as apporté pas mal d'astuces, voilà, de questionnements et aussi une mind map un peu, en tout cas une carte de l'esprit. En tout cas, voilà, des étapes, des questions à se poser pour vraiment, pouvoir appréhender au mieux un changement de vie. Même si je pense que le mieux en fait c'est de se faire accompagner, de se faire guider et du coup c'est pour ça que je me demandais du coup si on veut faire appel à toi, comment ça se passe? Alors vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon lien en bio sur Inix Coaching. Donc en fait c'est juste un lien pour un rendez-vous découverte pour vous aider à clarifier votre besoin, votre projet et voir si je peux vous aider, comment je peux vous aider au mieux. Et après, voir si on travaille ensemble. Mais l'idée, c'est que vous partiez avec un maximum de clarté sur la suite. Donc, ça peut déjà être une première façon. Ou sinon, venir juste échanger avec moi sur Instagram. Ouais. C'est quoi ton compte? C'est Ignis Coaching. Ok. Donc, c'est IGNIS et coaching. Tout collé. Ok, super. Super. Écoute, Jean-Philippe, je te remercie beaucoup pour cet échange. C'était super enrichissant. Merci pour l'invitation. Je t'en prie, avec plaisir. Retrouvez Jean-Philippe sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai tous les liens en description. Ses différents accompagnements, son lien vers son Instagram. Vous pourrez le contacter aussi directement. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Et merci beaucoup d'avoir écouté. Au revoir. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez le lien en description pour prendre rendez-vous avec Innis Coaching pour un appel découverte. Vous bénéficiez de 10% de réduction sur les offres Chemin de vie et Grande Aventure en disant que vous venez du podcast. À bientôt. Retrouvez le podcast sur Instagram, DomTalk Podcast. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcasts et SoundCloud. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Peace, Foss et un lot de soleil.